Le 15 novembre 1315, dans un défilé étroit bordé par le lac d'Eguéry, une petite troupe de montagnards suisses a décimé l'une des plus puissantes armées d'Europe. Ce jour-là, environ 1500 paysans et bergers des cantons d'Uri, Schwyz et Unterwald ont piégé entre 3000 et 8000 soldats autrichiens, commandés par Léopold Ier de Habsbourg. Le résultat, une catastrophe totale pour les Autrichiens et la naissance d'un mythe qui résonne encore aujourd'hui dans toute la Suisse. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé à Morgarten, il faut revenir en arrière. Bien avant 1315, une guerre sourde opposait les paysans de Schwyz à l'abbaye d'Einsiedeln. Depuis 1114, l'empereur Henri V avait fixé les frontières entre les terres du monastère et celles des Schwyzois. Mais les paysans des montagnes avaient besoin de terre pour leurs troupeaux. Chaque printemps, ils poussaient leurs bêtes plus loin dans les alpages, défrichaient des forêts, construisaient des abris pour les bergers. L'abbaye d'Einsiedeln n'était pas n'importe quel monastère. Fondée en 947, elle jouissait de l'immunité impériale et ses abbés portèrent le titre de prince d'empire. Quand l'empereur Othon lui avait attribué ses privilèges au Xe-11e siècle, il l'avait comblé de donations, des forêts entières, des vallées, des droits sur les pâturages. Pour les moines, chaque hectare comptait. Leur prospérité économique dépendait de ces terres. Les Habsbourg étaient les avoués de l'abbaye, c'est-à-dire ses protecteurs officiels. Quand les paysans empiétaient sur les terres du monastère, les Habsbourg réagissaient brutalement. Ils saisissaient le bétail, brûlaient les cabanes des bergers, imposaient des amendes. En 1217, le comte Rodolphe II de Habsbourg avait tranché. Il avait accordé aux Schwyzois les territoires d'Oberryberg, Unterryberg et Albtal. L'abbaye avait perdu du terrain, mais le conflit n'était pas terminé. Au XIIIe millénième siècle, les Schwyzois ont continué leur expansion. Ils occupaient de nouvelles terres sur le domaine du couvent, invoquant le droit coutumier contre les actes de donation impériaux. L'abbé criait à l'injustice, rappelant que l'empereur Henri II avait fait don de ses forêts au monastère en 1018. Les arbitrages se succédaient, mais rien n'y faisait. En 1311, un juge zurichois nommé Rudolf Millehülner tenta une nouvelle médiation. Il ordonna aux Schwyzois de restituer les biens de Studen et d'Altmatt au monastère. Les paysans acceptèrent, en apparence. La nuit des rois de 1314, les Schwyzois ont frappé un grand coup. Ils ont donné l'assaut à l'abbaye d'Einsiedeln, au moment où l'église était pleine pour la messe de l'Épiphanie. Rudolf von Radegg, le maître d'école du monastère, a laissé un témoignage glaçant de l'attaque. Selon lui, les raiders ont profané l'église, uriné près de l'autel, piétiné les objets sacrés. Le récit est probablement exagéré. Rudolf voulait que son témoignage serve d'argument au monastère dans les futures négociations. Il fallait montrer la barbarie des Schwyzois pour justifier une riposte des Habsbourg. Ce raid n'était pas un coup de folie. Les Schwyzois avaient calculé leur coup. En janvier 1314, l'Europe était plongée dans une crise politique majeure. L'empereur Henri VII de Luxembourg était mort l'année précédente. Deux prétendants se disputèrent la couronne du Saint-Empire, Frédéric le Beau de Habsbourg et Louis de Bavière, un Wittelsbach. Les princes électeurs étaient divisés. Certains avaient voté pour Frédéric, d'autres pour Louis. Le 19 octobre 1314, il y avait eu deux couronnements le même jour, dans deux villes différentes. Les Schwyzois avaient pris parti pour Louis de Bavière. Pourquoi ? Parce que les Habsbourg étaient leurs ennemis héréditaires. Rodolphe Ier de Habsbourg avait été empereur de 1273 à 1291. Il avait donné à ses fils les duchés d'Autriche et de Styrie en 1282. Depuis, les Habsbourg construisaient méthodiquement leur puissance dans toute la région. Ils contrôlaient Zurich, Lucerne, Zug. Leur objectif était clair, dominer complètement la route du Gotthard. Le col du Gotthard était l'artère vitale du commerce entre l'Allemagne et l'Italie. Entre 1215 et 1230, les gorges des Schellenen avaient été aménagées, permettant l'ouverture du passage en 1230. Les marchands transportaient des textiles flamands vers le sud, des épices et de la soie vers le nord. Les péages rapportaient des fortunes. Les villes d'Uri et de Schwyz s'étaient enrichies en gérant ces flux. En 1231, l'empereur Frédéric II leur avait accordé l'immédiateté impériale. Elle ne dépendait que de l'empereur, pas des seigneurs locaux. Les Habsbourg voulaient mettre la main sur ce trésor. Pour les cantons forestiers, accepter la domination des Habsbourg signifiait perdre leur autonomie, leurs privilèges commerciaux, leur liberté. Le raid sur Einsiedeln était donc un acte politique autant qu'économique.
Les Schwyzois voulaient montrer qu'ils ne se soumettraient pas. Le 1er août 1291, 3 communautés montagnardes avaient scellé une alliance historique. Uri, Schwyz et Unterwald avaient juré de s'entraider contre tout ennemi. Le document, rédigé en latin sur parchemin, parlait d'assistance mutuelle, de refus des juges étrangers, de règlement pacifique des différends entre eux. Cette alliance n'était pas une déclaration d'indépendance formelle, mais elle était dirigée contre les Habsbourg. Ces 3 cantons formaient ce qu'on appelait les Waldstätten, les lieux forestiers. C'était un monde rude, fait de vallées étroites, de pentes abruptes, de villages accrochés à flancs de montagne. Les habitants vivaient de l'élevage, du commerce de transit, parfois du mercenariat. Contrairement à ce que la légende raconte, ce n'étaient pas tous des paysans pauvres. Les villes d'Uri et de Schwyz abritaient des marchands prospères, des bourgeois qui avaient tout à perdre d'une domination habsbourgeoise. L'alliance de 1291 restait fragile. Chaque canton gardait sa propre organisation, ses propres lois. Ils se réunissaient occasionnellement pour discuter des affaires communes, mais sans structure permanente. Pourtant, quand la menace est devenue pressante en 1314, ils ont su s'unir. Après le raid sur Einsiedeln, les Habsbourg ont réagi comme prévu. Léopold, le frère cadet de Frédéric le Beau, était duc d'Autriche et de Styrie. Il gérait les possessions de la famille dans l'ancien duché de Souabe, en Alsace et en Suisse alémanique. Son quartier général était à Brugge et Baden. Pour lui, le raid sur Einsiedeln n'était pas seulement une attaque contre un monastère. C'était un défi direct à son autorité en tant qu'avoué. Sa réputation était en jeu. Léopold a d'abord tenté la pression économique. En 1314, il a fermé le marché de Lucerne aux Schwyzois. Les marchands ne pouvaient plus vendre leurs produits, acheter les denrées dont ils avaient besoin. C'était un coup dur, mais pas suffisant pour faire plier les montagnards. À l'automne 1315, Léopold a décidé de passer à l'action militaire. Il a levé une armée impressionnante, entre 3000 et 8000 hommes selon les sources, dont environ un tiers de cavaliers lourdement armés. Les chiffres varient considérablement selon les chroniqueurs médiévaux, qui avaient tendance à exagérer. Mais même en prenant les estimations basses, c'était une force considérable pour l'époque. L'armée autrichienne était diverse. Le noyau dur était composé de chevaliers de la noblesse, montés sur de lourds destriers et équipés d'armures complètes. Ces hommes représentaient la fine fleur de la chevalerie autrichienne. Ils avaient passé leur vie à s'entraîner au combat, participer à des tournois, servi dans des guerres. Ils méprisaient les paysans montagnards qu'ils allaient affronter. Derrière les chevaliers marchaient des fantassins venus des régions sous domination habsbourgeoise. Il y avait des hommes d'Argovie, de Zurich, de Lucerne, de Zug. Léopold avait aussi recruté des soldats allemands du Klettgau et des Alsaciens du Sundgau. Ces hommes étaient moins bien équipés que les nobles, mais ils formaient la masse de l'armée. Ils portaient des cottes de mailles, des casques simples, des lances ou des épées. Léopold avait un plan ambitieux. Il ne voulait pas seulement punir Schwyz pour le raid sur Einsiedeln. Il voulait écraser définitivement la rébellion des cantons forestiers, restaurer pleinement l'autorité des Habsbourg dans la région, sécuriser la route du Gothard. Pour cela, il devait frapper fort et vite. Le duc a organisé plusieurs attaques simultanées pour disperser les forces ennemies. Une colonne devait attaquer Hart depuis le nord-ouest. Une autre devait s'en prendre à Unterwald depuis Antlebuch au nord. Une troisième devait traverser le lac des 4 cantons pour frapper Schwyz par l'ouest. Le comte Otto von Strasberg devait franchir le col du Brunig pour attaquer Obwald. Léopold lui-même commandait l'offensive principale. Il a concentré ses meilleures troupes à Zug, une ville fidèle aux Habsbourg. De là, il comptait longer le lac des Guéris, traverser le col de Morgarten, descendre vers Sattel, puis foncer sur Schwyz par le sud. C'était un itinéraire logique pour éviter les vallées trop bien défendues par les belliqueux d'Unterwald. Le chemin semblait sûr. Personne ne s'attendait à une embuscade dans ce secteur. Les Schwyzois n'étaient pas dupes. Ils avaient leur propre réseau d'information. Selon la chronique de Konrad Justinger, écrite vers 1430, les seigneurs de Hunenberg, leurs voisins, les auraient prévenus du danger. Les messagers auraient attaché des parchemins aux plumes de leurs flèches et les auraient tirés vers les positions suisses. Sur le message, 2 mots. Méfiez-vous près de Morgarten, utan Huck à Morgarten. Que ce détail soit vrai ou non, les confédérés savaient que Léopold approchait. Werner Stauffacher, un des leaders de Schwyz, a coordonné la défense. Les hommes d'Uri sont venus renforcer ceux de Schwyz et d'Unterwald. Au total, environ 1500 combattants se sont rassemblés. C'était peu face à l'armée autrichienne, mais ils avaient 3 avantages décisifs. Le terrain,
l'effet de surprise et une tactique révolutionnaire. Le passage de Morgarten était un piège naturel. Le chemin longeait le lac d'Egeri sur sa rive est. D'un côté, il y avait le lac avec ses rives marécageuses. De l'autre, des pentes abruptes couvertes de forêts. Le chemin était étroit, peut-être 10 à 15 mètres de large au maximum. Une armée ne pouvait avancer que sur quelques rangs. Les cavaliers ne pouvaient ni charger ni manœuvrer. Les confédérés ont préparé le terrain avec soin. Ils ont abattu des arbres et les ont traînés jusqu'aux hauteurs dominant le passage. Ils ont rassemblé des rochers, des troncs massifs, tout ce qui pouvait servir de projectiles. Certaines sources mentionnent qu'ils auraient même disposé des poutres en travers du chemin pour bloquer complètement la colonne une fois l'embuscade déclenchée. Les hommes se sont postés sur les hauteurs, invisibles depuis le chemin en contrebas. Ils connaissaient chaque arbre, chaque rocher, chaque recoin de cette montagne. Certains étaient chasseurs, d'autres bergers qui passèrent leurs étés dans ces alpages. Pour eux, c'était leur territoire. Pour les Autrichiens, c'était terra incognita. Le 15 novembre au matin, l'armée de Léopold s'est engagée dans le défilé. Les chevaliers montés ouvraient la marche, suivis par les fantassins qui s'étiraient sur près de 2 kilomètres. L'avant-garde avait déjà dépassé l'endroit le plus étroit quand les Suisses ont frappé. D'un seul coup, les troncs d'arbres ont dévalé la pente. Des rochers énormes ont bondi de hauteur en hauteur, gagnant une vitesse terrifiante. Les projectiles ont percuté la colonne avec une violence inouïe. Les hommes hurlaient, les chevaux paniquaient, l'ordre s'est transformé en chaos en quelques secondes. Les chevaliers, en armure complète, n'avaient aucune chance. Frappés par les troncs, ils tombaient de leur monture. Certains basculaient dans le lac avec leurs armures, pesant plus de 30 kilos. Avec tout ce poids, impossible de nager, ils coulaient comme des pierres. D'autres tentèrent de remonter la pente pour échapper au massacre, mais glissaient sur la terre humide. Alors les confédérés sont descendus de leur position. Ils étaient armés de hallebardes et de piques. La hallebarde était l'arme suisse par excellence. Longue de près de 2 mètres, elle combinait une pointe de lance au sommet, une lame de hache sur le côté et un crochet à l'arrière. On pouvait l'utiliser pour percer, trancher ou désarçonner un cavalier. Une arme polyvalente, mortelle entre des mains expertes. Les hallebardiers se sont jetés sur l'avant-garde déjà désorganisée. Ils frappaient les chevaux, arrachaient les cavaliers de leurs selles avec les crochets, achevaient les hommes à terre. Les chevaliers en armure, si redoutables en terrain plat, étaient complètement impuissants dans ce défilé étroit et boueux. Derrière l'avant-garde, le reste de la colonne tentait de réagir. Mais comment manœuvrer sur un chemin de 10 mètres de large avec des milliers d'hommes coincés entre le lac et la montagne? Les ordres ne passaient pas. Certains essayaient d'avancer pour soutenir leurs camarades. D'autres reculaient pour échapper au piège. Dans la confusion générale, les unités se bousculaient, s'entremêlaient. Les confédérés exploitaient chaque faille. Par petits groupes de 10 ou 20 hommes, ils attaquaient, tuaient, disparaissaient dans la forêt, revenaient frapper ailleurs. Cette tactique de guérilla était totalement étrangère aux chevaliers habitués aux charges frontales et aux combats en ordre serré. Le massacre a duré quelques heures au maximum, peut-être moins. Quand Saint Léopold a compris que la bataille était perdue, il a ordonné la retraite. Les survivants ont fui vers Zug dans un désordre total. Ils abandonnaient leurs armes, leur équipement, parfois même leurs armures pour courir plus vite. Les pertes autrichiennes ont été catastrophiques. Les chroniques parlent de 1500 morts, un chiffre peut-être exagéré, mais qui reflète l'ampleur du désastre. Parmi les victimes figuraient de nombreux nobles de la région. La noblesse du plateau suisse a été décimée en quelques heures. Du côté confédéré, les pertes étaient minimes. Quelques dizaines d'hommes tout au plus. La victoire de Morgarten n'était pas un coup de chance. Elle démontrait la supériorité d'une infanterie disciplinée et bien commandée sur une armée féodale traditionnelle dans certaines conditions. Les confédérés avaient compris plusieurs principes fondamentaux du combat. D'abord, l'importance du terrain. Ils n'avaient pas affronté les Autrichiens en rase campagne, où la cavalerie lourde aurait pu déployer toute sa puissance. Ils avaient choisi un lieu où les avantages traditionnels des chevaliers, la vitesse, la charge massive, la mobilité, ne servaient à rien. Ensuite, la coordination des armes. Les confédérés n'utilisaient pas qu'une seule arme ou une seule tactique. Ils combinaient les projectiles lancés depuis les hauteurs, l'attaque des hallebardiers en corps à corps, les piquiers qui maintenaient l'ennemi à distance. Cette combinaison rendait leur formation redoutable. La hallebarde mérite qu'on s'y attarde. Apparue en Suisse au XIVe siècle, elle allait devenir l'arme emblématique de l'infanterie suisse pendant 2 siècles. Pesant entre 3 et 4 kilos, elle mesurait environ 2 mètres. Sa hampe était de section octogonale ou carrée, renforcée d'attelles métalliques pour résister aux coups.
À l'autre extrémité, un talon métallique permettait de l'utiliser comme arme contondante. Le fer de la hallebarde combinait 3 éléments. La pointe au sommet servait à percer les armures. La lame de hache sur le côté permettait de trancher avec une force énorme. Le crochet à l'arrière, le fameux bec de Corbin, servait à accrocher les cavaliers et à les tirer de leur monture. Une fois un chevalier à terre, il était vulnérable. Son armure qui le protégeait d'à cheval devenait un handicap. Il ne pouvait plus se relever rapidement, ni courir. Les piques complétaient l'arsenal. Ces longues lances de 5 à 6 mètres formaient une haie infranchissable. Les piquiers se plaçaient sur plusieurs rangs, comme les phalanges grecques de l'Antiquité. Quand une charge de cavalerie fonçait sur eux, ils baissaient leurs piques et les plantaient dans le sol. Les chevaux ne chargeaient pas volontairement dans un mur de pointes acérées. Ils s'arrêtaient ou se cabraient, jetant leurs cavaliers au sol. À Morgarten, les confédérés avaient aussi profité de leur connaissance intime du terrain. Ils savaient où le chemin se rétrécissait, où les rives du lac devenaient marécageuses, où la pente était trop raide pour qu'un homme en armure puisse la gravir. Ils avaient transformé leur propre montagne en alliés. La nouvelle du désastre de Morgarten s'est répandue comme une traînée de poudre. Les colonnes autrichiennes, qui devaient attaquer ailleurs, ont fait demi-tour. Le comte Otto von Strasberg, qui avait franchi le col du Brünig pour attaquer Obwald, a appris la défaite de Léopold et a rebroussé chemin. Il aurait été blessé pendant la retraite et serait mort peu après de ses blessures. Pour les Habsbourg, c'était une humiliation sans précédent. Une des plus puissantes dynasties d'Europe venait d'être battue par des paysans montagnards. Le prestige militaire de Léopold en avait pris un coup terrible. Comment allait-il justifier cette défaite devant son frère Frédéric? Comment les autres nobles d'Europe allaient-ils percevoir les Habsbourg maintenant? Pour les confédérés, la victoire était énorme mais dangereuse. Ils venaient de s'en prendre à une puissance impériale. Les Habsbourg ne pardonneraient jamais. Il fallait consolider l'alliance, se préparer à d'autres attaques. Le 9 décembre 1315, moins d'un mois après la bataille, les représentants d'Uri, Schwyz et Unterwald se sont réunis dans la petite ville de Brunnen, au bord du lac des 4 cantons. Là, ils ont signé un nouveau pacte, connu sous le nom de Pacte de Brunnen ou Lettre de Morgarten. Ce texte renouvelait et approfondissait l'alliance de 1291. Contrairement au pacte original rédigé en latin, celui-ci était écrit en allemand. C'était une révolution symbolique. Le latin était la langue des clercs, de l'Empire, de l'autorité établie. L'allemand était la langue du peuple. En choisissant l'allemand, les confédérés affirmaient leur identité propre. Le pacte de Brunnen établissait des règles précises. Les 3 cantons promettaient de s'entraider contre tout ennemi, de ne jamais signer de paix séparée, de régler leurs différends par arbitrage. Ils exigeaient que les juges et les baillis soient natifs et libres, pas des nobles étrangers imposés par les Habsbourg. C'était une revendication d'autonomie claire. Le texte prévoyait aussi une procédure nouvelle. Avant toute décision importante, on devait convoquer une assemblée publique, lire les termes du pacte à voix haute, demander l'accord de tous. Cette pratique de débat public et de consentement collectif allait devenir une caractéristique de la Confédération suisse. Les décisions se prenaient en commun, pas par décret d'un seigneur. En mars 1316, Louis de Bavière, qui venait de l'emporter dans sa lutte contre Frédéric le Beau pour le titre impérial, a confirmé les privilèges d'immédiateté des cantons forestiers. Les confédérés contrôlèrent maintenant officiellement la route du Gotthard. C'était une victoire politique majeure qui consolidait leur victoire militaire. Mais les Habsbourg n'avaient pas dit leur dernier mot. Léopold préparait une nouvelle attaque. En réponse, Schwyz a lancé des raids contre les terres habsbourgeoises. Unterwald a marché sur l'Oberland bernois. Pendant plusieurs années, la région a connu des escarmouches constantes, des sièges de châteaux, des pillages. Aucun des 2 camps ne pouvait l'emporter définitivement. Les confédérés ne pouvaient pas conquérir les grandes villes contrôlées par les Habsbourg. Les Habsbourg ne pouvaient pas soumettre les vallées montagneuses défendues par des combattants aguerris. En 1318, après 3 ans de guerre intermittente, les 2 parties ont négocié une trêve de 10 mois. Cette trêve a été prolongée plusieurs fois. La victoire de Morgarten a eu un effet d'entraînement. Les villes et les régions voisines ont vu que les cantons forestiers pouvaient tenir tête aux Habsbourg. Elles ont commencé à se dire que rejoindre la Confédération était peut-être une bonne idée. En 1323, Schwyz a signé une alliance avec Glaris, un petit canton qui cherchait lui aussi protection contre les Habsbourg. Berne, la puissante cité de l'Ouest, s'est rapprochée des Waldstätten. Lucerne a rejoint la Confédération en 1332. C'était une acquisition majeure. Lucerne était une ville marchande prospère, située sur le lac des 4 cantons,
contrôlant une partie des routes commerciales. Son adhésion renforçait considérablement la position stratégique de l'Alliance. Zurich a suivi en 1351. La plus grande ville de la région apportait sa richesse, ses artisans, ses marchands. Glaris et Zug ont officialisé leur adhésion en 1352. Berne est entré dans la Confédération en 1353. En moins de 40 ans, l'alliance initiale de 3 petits cantons montagnards s'était transformée en une fédération de 8 membres, comprenant plusieurs villes importantes. Cette expansion changeait la nature même de la Confédération. Au départ, c'était une alliance de communautés rurales partageant les mêmes intérêts économiques et les mêmes ennemis. Maintenant, elle incluait des villes avec leur propre structure politique, leur corporation de métiers, leur bourgeoisie marchande. Il fallait trouver des mécanismes pour faire coexister ces différentes entités. Les confédérés ont développé progressivement des institutions communes. La Diète, une assemblée où se réunissaient les représentants des cantons, est devenue l'organe principal de décision. Chaque canton gardait son autonomie interne. Mais les questions touchant l'ensemble de la Confédération se discutaient à la Diète. C'était un système décentralisé, souple, qui respectait les particularismes locaux tout en permettant une action coordonnée. L'armée confédérée devenait redoutable. Les techniques mises au point à Morgarten se perfectionnaient. Les Suisses développèrent des formations de combat uniques, combinant piquiers au centre, hallebardiers sur les flancs, arbalétriers en support. Leur discipline au combat impressionnait tous les observateurs. Quand un carré suisse avançait sur un champ de bataille, pique dressée, hallebarde scintillante, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. En 1386, 70 ans après Morgarten, les confédérés ont remporté une nouvelle victoire écrasante contre les Habsbourg à Sompach. Cette bataille a confirmé la supériorité tactique de l'infanterie suisse sur la cavalerie féodale. Léopold III de Habsbourg, neveu du Léopold de Morgarten, y a trouvé la mort avec une grande partie de la noblesse autrichienne. Le succès des confédérés à Morgarten et dans les batailles suivantes a révolutionné l'art militaire européen. Pour la première fois depuis des siècles, des fantassins roturiers avaient prouvé qu'ils pouvaient vaincre des chevaliers nobles. Cette révolution sociale et militaire allait avoir des conséquences énormes. Partout en Europe, les princes ont commencé à regarder l'infanterie d'un autre œil. Jusqu'alors, la cavalerie lourde était la reine des batailles. Les chevaliers formaient l'élite militaire et sociale. Être fait chevalier était un honneur suprême. Les fantassins n'étaient que de la chair à canon, des levées de paysans mal équipés, mal entraînés, peu fiables. Les Suisses ont changé cette perception. Ils ont montré qu'avec de bonnes armes, un entraînement rigoureux, une tactique appropriée et surtout de la discipline, des hommes à pied pouvaient dominer un champ de bataille. Nicolas Machiavel, le grand théoricien politique et militaire florentin, admirait les soldats suisses. Il les décrivait comme des soldats nés et élevés dans un état de droit et strictement sélectionnés par la commune. La discipline était le secret des confédérés. Dans une phalange de piquiers, si un seul homme fléchit, toute la formation se désintègre. Il faut que chacun tienne sa position, maintienne sa pique au bon angle, avance ou recule en coordination avec ses camarades. Cette discipline ne s'improvise pas. Les cantons organisaient des entraînements réguliers. Les hommes s'exerçaient ensemble, apprenaient à se connaître, créaient des liens de confiance. Ces liens étaient renforcés par l'origine commune des combattants. Dans chaque canton, les hommes venaient des mêmes vallées, parlaient le même dialecte, se connaissaient depuis l'enfance. Ils se battaient pour défendre leur famille, leur village, leur liberté. Cette motivation était infiniment supérieure à celle des mercenaires ou des paysans levés de force dans d'autres armées. Les mercenaires suisses sont devenus les plus recherchés d'Europe. Du 15e au 17e e siècle, des milliers de Suisses ont servi dans les armées françaises, italiennes, allemandes, espagnoles. Les rois payaient des fortunes pour avoir des piquiers suisses dans leurs rangs. François Ier de France avait ses gardes suisses. Le pape avait sa garde suisse pontificale qui existe toujours aujourd'hui au Vatican. Cette réputation militaire a aussi eu des effets pervers. Le mercenariat est devenu une industrie pour les cantons. Les jeunes hommes partaient de combattre à l'étranger non par nécessité défensive mais pour l'argent. Les capitaines recrutèrent des régiments entiers et les louaient aux plus offrants. Parfois, des Suisses se retrouvaient à s'affronter dans des guerres qui ne les concernaient pas, servant des camps opposés. Morgarten est devenu bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est devenu le mythe fondateur de la Suisse moderne. Dès le 14e siècle, selon la chronique de Jean de Winterthur, écrite dans les années 1340, les Schwyzois organisaient chaque année une commémoration de la bataille.
Les habitants se rassemblaient le jour de la Saint-Otmar, d'abord dans l'église paroissiale de Sattel, puis dans la chapelle de Schornen, construite sur le site présumé de la bataille. Ces commémorations ont pris de l'ampleur au fil des siècles. En 1815, pour le 500e anniversaire, une grande fête a été organisée, bien que dans un contexte de tension politique. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, le 600e anniversaire a pris une dimension fédérale. La Suisse, entourée de pays en guerre, affirmait sa neutralité et son unité en célébrant cette victoire ancestrale. Un monument a été inauguré en 1908 à 2 km au nord du lieu présumé des combats. L'inscription proclame « Le 15 novembre 1315, pour Dieu et la patrie, les confédérés ont mené à Morgarten la première bataille pour la liberté. » Un bas-relief représente le lanceur de pierre, symbole du montagnard qui a défendu sa terre contre l'oppresseur. La Fondation des écoliers suisses pour la conservation du champ de bataille de Morgarten s'occupe aujourd'hui du site. Le lieu est devenu un espace de mémoire nationale où les Suisses viennent se recueillir et célébrer leur histoire. Mais cette mythification a aussi transformé la réalité historique. La bataille de Morgarten a été décrite au fil des siècles comme une victoire de paysans révoltés contre la noblesse oppressive, une inversion de l'ordre social ou le faible triomphe du puissant. Cette vision romantique correspond davantage à l'image que les Suisses des 19e et 20e siècles voulaient avoir de leurs origines qu'à la réalité complexe du 14e siècle. En réalité, les confédérés n'étaient pas tous de pauvres paysans. Beaucoup étaient des marchands, des bourgeois, des hommes qui avaient quelque chose à perdre. Werner Stauffacher, le leader de Schwytz, n'était pas un berger misérable, mais un notable influent. La bataille n'était pas non plus une simple révolte contre l'oppression. C'était un conflit politique et économique pour le contrôle du commerce alpin et la domination régionale. Les historiens modernes ont remis en question certains aspects du mythe. Ils soulignent que les sources contemporaines sur la bataille sont rares et contradictoires. Aucun document de 1315 ne décrit le déroulement exact des combats. Les récits détaillés apparaissent seulement dans des chroniques écrites des décennies ou des siècles plus tard. Le nombre des combattants, les pertes exactes, même l'emplacement précis de la bataille restent débattus. Certains historiens ont même douté que la bataille ait eu lieu. Dans les années 1980, quelques chercheurs ont suggéré que Morgarten pourrait être une construction mythique, créée plus tard, pour expliquer le succès de la Confédération. Cette thèse radicale n'a pas convaincu la majorité des spécialistes. La plupart admettent qu'une confrontation militaire a bien eu lieu le 15 novembre 1315, même si les détails ont été amplifiés et romancés avec le temps. Au-delà du mythe, Morgarten offre des leçons tactiques et stratégiques qui restent pertinentes. La bataille montre l'importance de la connaissance du terrain. Les confédérés n'ont pas cherché à affronter les Autrichiens dans des conditions qui leur auraient été défavorables. Ils ont choisi un lieu où leurs avantages étaient maximisés et ceux de l'ennemi neutralisés. L'effet de surprise a été décisif. Léopold ne s'attendait pas à être attaqué dans ce défilé. Il pensait que le danger viendrait plus tard, quand son armée serait sur le territoire de Schwytz. En frappant avant que les Autrichiens ne soient sortis du passage, les confédérés ont exploité le moment de vulnérabilité maximale. La coordination entre les différents éléments de l'attaque a aussi joué un rôle crucial. Les projectiles lancés depuis les hauteurs ont semé le chaos initial. Les hallebardiers sont intervenus au moment où l'ennemi était le plus désorganisé. Cette séquence d'action n'était pas fortuite. Elle révèle une planification minutieuse et un commandement efficace. La motivation des combattants ne doit pas être sous-estimée. Les confédérés se battaient pour leur foyer, leur famille, leur liberté. Les Autrichiens étaient en campagne punitive sur un territoire étranger. Cette différence de motivation se traduit en cohésion et en détermination sur le champ de bataille. Morgarten illustre aussi les limites de la technologie militaire. Les chevaliers autrichiens possédaient le meilleur équipement de l'époque. Armure complète, destriers entraînés, armes de qualité. Mais dans le défilé étroit, cet équipement sophistiqué est devenu un handicap. Les hallebardes simples des montagnards se sont révélées plus efficaces que les épées des nobles. Cette leçon s'est répétée dans l'histoire militaire. À Crécy en 1346, les archers anglais ont massacré la chevalerie française. À Azincourt en 1415, la même scène s'est reproduite. Dans chaque cas, une armée technologiquement supérieure a été battue par des adversaires qui utilisaient mieux le terrain et employaient des tactiques adaptées. Morgarten a permis la survie et l'expansion de la Confédération suisse, mais son héritage va au-delà du militaire. Le système politique développé par les cantons était unique pour l'époque.
Dans une Europe dominée par la monarchie absolue et la féodalité, les confédérés créaient une structure fédérale décentralisée. Chaque canton conservait son autonomie. Uri avait ses propres lois, Schwyz les siennes, Berne les siennes. Il n'y avait pas de capitale, pas de roi, pas de gouvernement central permanent. La Diète se réunissait quand c'était nécessaire, mais ne pouvait pas imposer sa volonté aux cantons sans leur accord. Cette structure rendait la confédération flexible et résiliente. Si un canton était attaqué, les autres venaient à son secours. Mais si un canton voulait poursuivre sa propre politique, il pouvait le faire tant que cela ne mettait pas en danger l'ensemble. Ce système fédéral a survécu pendant des siècles, s'adaptant aux changements politiques, religieux, économiques. La réforme protestante au XVIe siècle a failli détruire la Confédération. Certains cantons sont devenus réformés, d'autres sont restés catholiques. Des guerres de religion ont éclaté, mais la structure fédérale a permis aux deux camps de coexister. Les cantons catholiques gardèrent leur religion, les cantons protestants la leur, et la Confédération survivait. Cette capacité à gérer la diversité est devenue une caractéristique de la Suisse moderne. Aujourd'hui, la Confédération helvétique compte 26 cantons, parlant 4 langues différentes, allemand, français, italien et romanche. Les Suisses ne partagent ni une langue commune, ni une origine ethnique unique, ni même une religion homogène. Ce qui les unit, c'est la volonté de vivre ensemble dans un système qui respecte les différences locales. Cette volonté remonte en partie à Morgarten. Les cantons forestiers ont appris qu'ensemble, ils étaient plus forts que séparément. Ils ont appris à dépasser leurs différences pour faire face à une menace commune. Ils ont créé des mécanismes de coopération tout en préservant leurs identités distinctes. Un aspect souvent négligé de Morgarten est sa dimension sociale. C'était une victoire de roturiers sur des nobles. Cette distinction était fondamentale dans la société médiévale. La noblesse formait une caste à part, définie par la naissance, le sang, le lignage. Les nobles possédaient les terres, rendaient la justice, commandaient aux armées. Les roturiers travaillaient, payaient des impôts, obéissaient. La chevalerie incarnait les valeurs de la noblesse. Un chevalier était censé être courageux, honorable, pieux. Il passait sa jeunesse à apprendre l'équitation, le maniement des armes, les codes de la courtoisie. Devenir chevalier était l'aboutissement d'une longue formation et l'entrée dans un ordre exclusif. Quand des paysans battèrent des chevaliers, c'était bien plus qu'une simple défaite militaire. C'était une remise en question de l'ordre social tout entier. Si des montagnards sans titre ni lignage pouvaient massacrer la fine fleur de la chevalerie autrichienne, qu'est-ce qui justifiait encore la suprématie de la noblesse? Cette question hantait l'Europe médiévale. Les révoltes paysannes étaient fréquentes, mais presque toujours réprimées dans le sang. Les jacqueries en France, la révolte des paysans en Angleterre, toutes ces insurrections se sont terminées par la défaite et l'exécution massive des rebelles. Morgarten était différent. Les confédérés n'ont pas seulement gagné une bataille, ils ont créé une structure politique durable qui leur permettait de maintenir leur autonomie. Cette réussite exceptionnelle s'explique par plusieurs facteurs. La géographie aidait, les vallées alpines étaient difficiles à conquérir et à occuper. L'économie aussi, le contrôle du Gotthard donnait au canton des ressources financières importantes. Mais le facteur décisif était peut-être la cohésion sociale. Les confédérés n'étaient pas divisés entre seigneurs et serfs comme ailleurs. C'étaient des communautés de libres, d'égaux, qui prenaient leurs décisions collectivement. Cette égalité relative ne doit pas être idéalisée. Il y avait bien sûr des inégalités de richesse dans les cantons. Certaines familles étaient plus influentes que d'autres. Mais comparé au reste de l'Europe féodale, les différences sociales étaient moins marquées. Un berger et un marchand pouvaient se rencontrer à l'assemblée communale et avoir tous deux voix au chapitre. Cette structure sociale explique la discipline des armées confédérées. Dans d'autres armées féodales, les nobles commandaient et les paysans obéissaient. Mais les nobles étaient souvent indisciplinés, jaloux de leur honneur, refusant de suivre un plan qui ne les mettait pas en valeur. Les paysans conscrits combattaient mal, cherchant surtout à survivre et rentrer chez eux. Les confédérés avaient créé un modèle différent. Les officiers étaient élus ou choisis par la communauté. Les soldats se battaient pour défendre leur propre liberté, pas pour enrichir un seigneur. Cette motivation et cette cohésion faisaient toute la différence au combat. La nouvelle de Morgarten s'est répandue dans toute l'Europe. Pour les élites, c'était un choc. Comment des paysans avaient-ils pu vaincre une armée régulière? Pour les populations opprimées, c'était une source d'espoir. Si les Suisses avaient réussi, peut-être que d'autres pouvaient faire de même. Des légendes se sont développées autour de la bataille. Guillaume Tell, le héros mythique qui aurait abattu d'une flèche le bailli tyrannique Gessler,
serait selon certaines versions un des combattants de Morgarten. Les historiens s'accordent pour dire que Tell est une figure légendaire, une construction mythique, mais le fait que cette légende ait été attachée à Morgarten montre l'importance symbolique de la bataille dans l'imaginaire collectif. Les chroniqueurs étrangers ont raconté Morgarten avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Certains admiraient le courage des montagnards. D'autres s'alarmaient de cette victoire qui mettait en péril l'ordre établi. Tous reconnaissaient que quelque chose d'important s'était passé dans ces montagnes suisses. Les artistes se sont emparés du sujet. Des siècles plus tard, des peintres ont représenté la bataille. Carl Josselin a créé au 19e millénième siècle une peinture dramatique montrant les confédérés lançant des rochers sur l'armée autrichienne. L'image est probablement exagérée, mais elle capture l'essence du mythe. David contre Goliath, le faible triomphant du puissant par la ruse et le courage. Des écrivains ont écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des romans sur Morgarten. En 1941, le réalisateur suisse Leopold Lindbergh a tourné un film sur la bataille, mettant en scène la résistance des cantons contre les Habsbourg. Le film sortait pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Suisse était entourée par les puissances de l'Axe. Le message était clair, comme en 1315. La Suisse saurait défendre sa liberté contre tout agresseur. Malgré l'importance symbolique de la bataille de Morgarten, de nombreuses zones d'ombre persistent. L'emplacement exact du combat reste inconnu. Le nom Morgarten désignait initialement un simple alpage, mais le passage entre le lac des Guéris et Sattel s'étend sur plusieurs kilomètres. L'attaque contre une colonne autrichienne longue de 2 kilomètres ne s'est pas déroulée en un point unique. Le monument érigé en 1908 occupe un emplacement symbolique plutôt que le site réel des combats. Les fouilles archéologiques n'ont révélé aucune preuve concluante. Aucune grande quantité d'armes, d'armures ou d'ossements n'a été découverte pour confirmer l'ampleur du massacre. Les chiffres des combattants varient considérablement. Les chroniques médiévales évoquent entre 4000 et 8000 Autrichiens contre 1500 confédérés, mais les chroniqueurs exagéraient souvent. Les historiens modernes suggèrent des nombres plus modestes, 2000 à 3000 Autrichiens et 1000 à 1500 confédérés. Les pertes sont également débattues. Le chiffre traditionnel de 1500 morts autrichiens semble excessif. Les véritables hécatombes médiévales survenaient durant la poursuite des vaincus, mais la géographie de Morgarten limitait cette possibilité. Beaucoup d'Autrichiens ont probablement échappé au piège. Les estimations actuelles parlent de plusieurs centaines de morts, un bilan considérable mais moins catastrophique que les récits légendaires. La victoire n'a pas résolu le conflit avec les Habsbourg. En 1322, Léopold subit une nouvelle défaite à Mühldorf contre Louis de Bavière. Frédéric le Beau fut capturé avec 1300 nobles, affaiblissant durablement la dynastie. Les confédérés exploitèrent cette faiblesse pour étendre leur influence. Entre 1332 et 1353, Lucerne, Zurich, Glaris, Zug et Berne rejoignirent l'alliance. Chaque adhésion renforçait la confédération tandis que les Habsbourg perdaient progressivement leur emprise sur la région. En 1386, Léopold III, petit-fils du Léopold de Morgarten, tenta une reconquête définitive. Le 9 juillet, son armée affronta les Suisses près de Sempach. Les chevaliers autrichiens combattirent à pied en formation serrée pour éviter le désastre de leurs prédécesseurs. La tactique échoua. Les hallebardiers suisses brisèrent la formation. La légende raconte qu'Arnold von Winkelried se sacrifia en saisissant les pics ennemis pour ouvrir une brèche. Léopold III périt avec ses nobles. Après Sempach, les Habsbourg acceptèrent progressivement l'indépendance suisse. Des trêves furent signées en 1389 et 1394. Morgarten et les batailles suivantes forgèrent une identité suisse distincte. Au XIIIe millénième siècle, il n'existait pas de Suisse, mais des habitants d'Uri, Schwyz et Unterwald avec leurs propres traditions. La lutte commune créa un sentiment d'appartenance partagée. Le nom suisse lui-même vient de Schwyz. Après Morgarten, la réputation des guerriers de Schwyz se répandit. Les étrangers appelèrent tous les confédérés des Schwyzers, terme qui évolua en Schweizer, Suisse, Suisse et Svizzera. Cette identité se construisit autour de mythes fondateurs. Guillaume Tell incarnait la résistance à la tyrannie. Le serment du Grütli symbolisait l'union volontaire d'hommes libres. Morgarten représentait la victoire de l'intelligence sur la force brute. Ces mythes exprimaient la façon dont les Suisses se percevaient, un peuple de montagnards, libres, refusant la soumission. La neutralité suisse trouve ses racines dans cette période.
Après avoir conquis leur indépendance, les confédérés comprirent qu'ils ne pouvaient dominer leurs voisins plus puissants. La meilleure stratégie consistait à rester neutre, commercer avec tous, ne s'allier avec personne. Cette politique fonctionna remarquablement pendant les guerres de religion, les guerres napoléoniennes et les 2 guerres mondiales. L'héritage militaire de Morgarten présente des paradoxes. La victoire lança la tradition de l'infanterie suisse qui domina les champs de bataille européens pendant 2 siècles. Mais elle conduisit aussi au mercenariat qui coûta la vie à des dizaines de milliers de jeunes Suisses. Du XVe au XVIIIe siècle, le mercenariat devint une exportation majeure des cantons pauvres en ressources. Les soldats suisses servaient en France, Italie, Pays-Bas et Allemagne. Les capitaines s'enrichissaient en négociant ces contrats. Mais le coût humain était terrible. Les mercenaires suisses se battaient jusqu'à la mort. À Pavie en 1525, 6000 Suisses périrent. À Marignan en 1515, environ 8000 tombèrent. Ces massacres horrifièrent certains comme Zwingli, qui dénonçait cette corruption morale. D'autres justifiaient le mercenariat comme moyen de préserver la paix intérieure entre cantons catholiques et protestants. Le mercenariat déclina au XVIIIe siècle avec l'évolution de l'art militaire. Aujourd'hui, seule la garde suisse pontificale perpétue cette tradition. Morgarten résonne encore au XXIe siècle. La question de la souveraineté face à un empire puissant reste actuelle. En 1315, les Habsbourg tentaient de créer un État centralisé. Les cantons refusaient l'intégration. Cette tension entre unification et autonomie locale traverse l'histoire européenne. L'Union européenne affronte des questions similaires sur le transfert de pouvoir à Bruxelles. La Suisse reste hors de l'Union européenne, préférant l'indépendance aux avantages économiques. C'est un écho de l'esprit de Morgarten. La leçon de taille importe aussi. Les cantons minuscules ont survécu face à l'empire des Habsbourg, prouvant qu'on peut rester indépendant avec détermination et intelligence. Les micro-États actuels comme le Luxembourg appliquent cette stratégie. 7 siècles après, Morgarten façonne toujours l'identité suisse. C'était plus qu'une victoire militaire, un moment fondateur où des communautés découvrirent qu'elles pouvaient s'unir. Les 1500 hommes de l'embuscade ne savaient pas qu'ils créaient une nation. Ils voulaient survivre et protéger leur liberté. Mais leurs actions déclenchèrent une chaîne d'événements aboutissant à la Suisse moderne. Certaines caractéristiques persistent. Fédéralisme décentralisé, démocratie directe, service militaire obligatoire, attachement à la neutralité. Morgarten rappelle que l'histoire n'est pas prédéterminée. Des hommes déterminés dans un défilé étroit ont changé le cours des événements, prouvant que les petits peuvent résister aux grands, que l'intelligence tactique bat la force brute. Ces vérités restent valables aujourd'hui.